téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Regard Croisé. Dans Regard Croisé aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Amadou Touré. Il est enseignant-chercheur. Docteur, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. C'est toujours un plaisir. Et la semaine? Bon, très bien, c'est comme d'habitude. Vous pensez toujours à la route Oui, l'Ere Goumoukura. L'Ere Goumoukura. Et à notre biennale aussi. Ça, c'est votre plaidoyer? Tout à fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, docteur Touré. Merci. Et M. Abdallah Yatara, il est consultant. M. Yatara, bonjour. Bonjour, M. Antoine. Merci pour l'invitation. Salut à mes co-débatteurs et bonne émission à nous tous. Merci beaucoup. Je pense qu'il va avoir gain de cause pour sa route là. Ouais, finalement, il a fait beaucoup de plaidoyer. Je sais que ça va attirer dans il n'y a pas de problème. Et M. Bassirou Sidibé, il est consultant. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bienvenue chez nous. Merci. Merci vraiment. Merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir mes chers. Merci bien. Donc, chers téléspectateurs, voilà nos invités et nous avons comme thème aujourd'hui la suspension des salaires de plus de 36 000 fonctionnaires. Donc, nous allons essayer de parler de ça, les causes, le processus et les conséquences. On va en parler. Ensuite, on va terminer avec un deuxième thème, la problématique des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, ça devient un problème très grave. Que faut-il faire aujourd'hui? Bien vrai qu'il y a la cybercriminalité, mais aussi le changement de comportement. Nous allons en parler. Je vais vers Dr Touré. Dr Touré, oui, le système intégré de gestion des ressources humaines. Donc, 36 000, plus de 36 000 salaires qui seront suspendus au mois de septembre. Et on a donné 3 mois. Quand les gens ne se manifesteront pas, donc ça sera définitif. Tout à fait. Mais venons en amont un peu. 36 000 fonctionnaires. Oui. Selon vous, quelles peuvent être les causes? Bon, en réalité, les causes peuvent être diverses. Parce que souvent, il y a certaines qui mettent les contraintes territoriales dues à l'insécurité. Généralement, ils n'ont pas accès ou ne peuvent pas avoir accès à leur lieu de travail. Deuxièmement, les causes sont certaines. Entre guillemets, peuvent travailler dans des ONG internationales qui ne signalent pas leur disponibilité, qui seraient absents du service. Le troisième point, c'est la volonté. La volonté de ne pas aller travailler et se faire payer. Donc là, c'est grave. Donc on peut remettre aussi souvent, au moment où il y avait eu le recensement, certains n'ont pas pu accéder au lieu de recensement, d'identification. Je donne un exemple pour des zones isolées, des zones du nord ou bien du centre, qu'il fallait se présenter. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a ce que j'avais dit. Il y a la question territoriale, la question sécuritaire et la question de la volonté. Ce qu'on appelle la déontologie. Ça sent bien que tu travailles, tu ne travailles pas, tu es payé. Là, c'est grave. Donc, c'est pour cela que j'avais dit à son temps que le système intégré de gestion des ressources humaines, c'est une mesure significative, une mesure majeure, innovatrice, et qui certainement va marquer le début d'une ère de transparence et de responsabilité dans notre gestion ou dans la gestion des affaires publiques. Sur la cause aussi, c'est tout à fait normal que l'État, compte tenu des dysfonctionnements, des dysfonctionnements précédents, je ne veux pas parler de politique, Abdallah est là aujourd'hui, il n'y a pas de problème, des dysfonctionnements constatés dans le recrutement, dans le déploiement et dans la gestion. Il fallait que ce système soit mis en place pour couper court et corriger ce qu'on appelle les défaillances, la faiblesse en question de transparence, en question de redevabilité. Maintenant, sur la suspension, pour moi, je suis d'avis. Parce qu'il faudrait suspendre. La suspension représente pour moi plutôt un acte de justice. Pour que chaque centime, chaque franc puisse être... pour qu'on puisse garantir que chaque franc serve les citoyens. Et maintenant, ceux qui seraient dans des disponibilités doivent signaler. Ceux dont les disponibilités ont pris fin doivent signaler. Dans tous les cas, on ne devrait pas être payé et ne pas travailler. Autrement dit, tout travail mérite salaire. Et en cas de défaillance, la cause qui me revient souvent en tête, est-ce que ceci, une fois retrouvé, est les montants dus, les montants que l'État versé, les montants est récupéré au moment où il ne travaille pas, comment ça va se passer? Donc c'est compliqué. C'est un autre volet. Un autre volet. Mais la cause, la cause, je l'avais dit, certains parlent de cause sécuritaire, certains parlent aussi de l'inaccessibilité,
de la non-présence, souvent les disponibilités, des problèmes de ressources humaines. Certains aussi disent que ça peut être des erreurs. Parce que j'avais vu un cas où souvent on peut dire Doumbia. Il y avait aussi des cas de doublons. De doublons. Doumbia, et si la machine fait sortir un nom, on peut cliquer, or que c'est Doumbia. On peut dire, il y a beaucoup de facteurs, mais la question principale revient si quelqu'un sait qu'il est payé et qu'il ne travaille pas. Là, il y a un problème. Il y a quand même ces causes-là, mais aussi le nombre vraiment le nombre interpelle beaucoup. Tout à fait. Monsieur Abdallah, nous avons vu quelques chiffres en 2004, 1 millier de personnes, en 2012. Et 12 000, je crois, en 2014, 14 000 à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, nous sommes à 36 000. Bien vrai que beaucoup viendront se régulariser, mais en réalité, ce chiffre interpelle beaucoup. Effectivement, ça interpelle beaucoup. 36 151 agents issus du système intégré de gestion des ressources humaines. Maintenant, la première question que moi je me pose, 36 151 agents répartis comment entre les agents, les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires de collectivités territoriales. Moi, je voulais savoir le pourcentage. Sans présager de rien, je trouve que l'essentiel devrait se trouver au niveau des fonctionnaires des collectivités territoriales. Je présage de rien, et ce n'est pas un préjugé, mais je pense bien que l'essentiel devrait se trouver au niveau des fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. D'abord, il faut savoir que c'est un enrôlement biométrique. Vous comprenez? Et que peut-être que d'autres n'ont pas eu le temps même de s'enrôler biométriquement pour faire face à ce contrôle. Ça peut être un premier facteur, parce que vous savez, le Malien par nature est très négligent. On ne se lève généralement que dans les dernières minutes pour pouvoir accéder au Non, service. mais là, ce n'est pas pour accuser peut-être les étudiants, mais à ce niveau déjà, la vie, je pense que tous ceux qui travaillent, c'est des responsables. Non, je viens. Donc, souvent, avec les élèves ou bien avec les étudiants, on peut avoir ces genres de problèmes. Non, je sais de quoi je parle. Et par nature, c'est comme ça. Il ne faut pas faire la différence entre les élèves, les professionnels, quoi. C'est la nature même du Malien. Vous comprenez? C'est la nature. Et regardez, au moment où on faisait les cartes Nina, mais les gens n'avaient aucune importance pour ça. Je viens déjà comme fonctionnaire. Non, je viens. Mais, oui, ça concernait les fonctionnaires. Mais au départ, personne n'a eu confiance à ce système-là. Les agents qui étaient chargés de l'enrôlement, pour passer toute la journée, on les dépassait sous les arbres, et dans les grains, personne ne se précipitait. Vous comprenez? C'est lorsqu'on a dit que ça va s'arrêter à un moment donné qu'on a vu l'affluence. Vous comprenez? Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est peut-être quand on prend le communiqué même de la synergie des enseignants à l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025, effectivement, ils avaient déposé un préavis de grève et ils avaient demandé, dans ces préavis de grève, ils avaient énuméré des conditions, mais parmi ces conditions se trouvait aussi que la difficulté pour les enseignants de partir sur les lieux d'enrôlement. Donc, ils demandaient à l'État de pouvoir envoyer les agents d'enrôlement vers les enseignants. Ça aussi, c'est un autre facteur. Un autre facteur, il a dit, le ministre même des Finances même l'a dit, ou le ministre chargé de la refondation, il a dit les cas de doublons et de triplons. Comprenez? Donc il va falloir trouver une solution aussi à ça. Il y a aussi l'insécurité. Forcément, effectivement, le centre et le nord, c'est un peu dans l'insécurité. Et souvent, c'est très difficile d'envoyer les agents sur le terrain pour pouvoir s'enrôler et c'est pouvoir enrôler les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires de collectivité. Mais souvent aussi, les fonctionnaires de collectivité et les fonctionnaires d'État ont aussi du mal à venir aussi vers les centres urbains pour s'enrôler aussi. Et dernier facteur, c'est quoi? En réalité, on a pris les bases de données de la carte Nina pour faire les cartes biométriques. Et à l'époque, on avait dit de partir faire les cartes biométriques, on va corriger les erreurs. Mais les cartes biométriques sont sorties avec les mêmes erreurs que les cartes Nina. Vous comprenez? Donc tu trouveras déjà erreur sur le nom, erreur sur le prénom, erreur sur le nom du père, erreur souvent même sur l'acte de naissance et sur l'année de naissance. Donc souvent c'est très difficile. C'est un parcours de combattant que de pouvoir les corriger. Donc souvent quand on est dans ces cas, et quand on vient pour s'enrôler biométriquement, mais ton nom est là, de fonctionnaire, ton nom de fonctionnaire, de fonctionnaire de collectivité, mais ça ne colle pas avec ta carte Nina. Ça aussi c'est des cas aussi. Donc moi je crois que des pêle-mêle, voilà, attendons les 3 mois d'abord pour avoir le nombre effectif. D'accord. Monsieur Bassirou Sidibé, quand vous avez appris ce nombre-là, ça vous a donné quelle idée? Quand même, c'est un nombre très important.
Puis il y a une date qui est donnée, qui est dès le mois de septembre. Les salaires vont être suspendus. Déjà, moi, je ne vois pas la transparence et aussi l'objectivité du ministère de l'économie et des finances. Parce que pour moi, ce sont quand même des chefs de famille. Suspendre les salaires de plus de 36 000 agents comme ça, c'est quand même des manques à gagner pour des foyers. Donc pour moi, il fallait leur donner un ultimatum. Et s'il y a la fiabilité au niveau du fichier, on devrait être capable quand même de trouver... Donc selon vous, ce délai de suspension est court? Non, c'est trop. Pour moi, il fallait un préavis d'abord, puisque d'abord afficher, s'il y a la transparence, on affiche quand même une liste des personnes concernées. Si on ne peut pas publier, quand même, on doit leur adresser une correspondance, leur disant quand même, voici le problème à votre niveau et prenez des dispositions avant tel délai. En ce moment, s'ils ne sont pas capables d'apporter des solutions, là, on prend des mesures maintenant allant à l'encontre. Voilà. Maintenant, suspendre immédiatement et sans préavis, pour moi, c'est pas bon pour des foyers comme ça. D'accord, mais les 3 mois, selon vous, ça va? 3 mois, c'est énorme. Parce que ça, ce sera quand même la suspension définitive. Non, 3 mois, oui, bon, 3 mois, ça va dépendre. Parce qu'on a dit c'est au mois de septembre qu'on va suspendre. Ça va dépendre de la nature du problème. Si par exemple, comme monsieur le grand frère a dit, si c'est par exemple dû aux environnements, maintenant, ça c'est pas... Il y a des erreurs. Des erreurs administratives comme ça c'est pas, comment dirais-je, les agents qui vont résoudre le problème. Ça c'est à l'administration maintenant de revenir. D'accord. Monsieur Sidibé, l'État c'est une continuité et puis c'est la pyramide. Oui. Donc, mais pourquoi réellement le pays est structuré, hein, le travail aussi est structuré, hein, depuis les arrondissements, depuis les cercles, les régions, la capitale, tout ça. Mais ce travail en amont qui se fait, est-ce qu'en réalité, on devait arriver à 36 000 cas comme ça? Parce que moi, je pense que s'il y a un travail en amont déjà, bon, les données, la remontée des données est simple. Ça ne doit pas arriver. Déjà, cela va nous renvoyer à une des causes principales qui font que, normalement, ces cas ne doivent pas arriver. Par exemple, les contrôles et audits, par exemple. Chaque année, ou bien il faudrait des séances régulières quand même de contrôle qui font apparaître des erreurs. Et si ces contrôles ne se font pas régulièrement, on va se retrouver avec des cas pareils. Donc pour moi, l'État, étant donné que c'est une continuité, chaque année, il faudrait un rapport. Et si ces rapports, des mesures sont prises en fonction de ces rapports-là, on va s'en sortir. Mais si déjà les rapports sont donnés et que les rapports dorment sous les tiroirs, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Merci. Docteur Touré, avec ce travail qui vient d'être commencé, selon vous, le processus là ira jusqu'au bout? Oui, c'est ce qui est souhaité parce que, je l'avais dit, c'est une mesure courageuse qui marque le début d'une ère de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Parce qu'à un moment donné, il est inacceptable. Parce que souvent, on commence du bon travail ici, mais chemin faisant, souvent, bon, voilà. Oui, j'avais dit parce que c'est inacceptable que 36 000 fonctionnaires fictifs, bon, on dit fictifs, où on dit souvent c'est des agents qui sont absents. Mais comme la chose du présumé fictif. Présumé fictif, des absents qui ont normalement une période de grâce de 3 mois. Et qui vont avoir leur salaire suspendu pour ce mois. Et vu les conditions de précarité, les conditions économiques, les tensions risquent. Parce que là, c'est la question que je me pose, pourquoi on est arrivé jusqu'à ce nombre? Voilà. Quelque part, il y a la situation administrative. Et j'avais dit au départ les dysfonctionnements précédents qui n'ont pas pu déceler. Et de fil en aiguille, on est arrivé. Donc il fallait s'arrêter à un moment donné. D'où je salue cette mesure qu'on appelle le système intégré. Mais est-ce que ce système intégré, avec les erreurs sur les cartes biométriques et sur les cartes NINA,
aussi n'a pas un peu... Parce que c'est très difficile. D'accord, il y a ça, mais il faut voir aussi. Je prends un petit exemple sur l'enseignement. Donc, c'est pas toujours, c'est juste un exemple. Tout à fait. Par exemple, un directeur d'école dans un village, tout à fait. Si le DCAPD, par exemple, il a besoin des informations sur des écoles, moi je pense que le directeur d'école automatiquement doit pouvoir donner ça au DCAP. Tout à fait. Et si le directeur d'académie aussi a besoin de donner, moi je pense que sur un village ou bien sur une école, directement le DCAP doit pouvoir donner ça. Tout à fait. Le directeur de l'enseignement, directeur national de l'enseignement, s'il demande aussi au directeur d'académie, c'est une échelle comme ça. Moi je pense que c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Oui, mais c'est comme je dis souvent, la gestion des ressources humaines a ses réalités. Parce que comme je dis souvent, il y a des situations que souvent que certaines héritent. Quand ils voient les situations, il faut monter les rapports, ou souvent par des mesures exceptionnelles, ils laissent comme ça. Quand on laisse, forcément, à un moment donné, ça ne fait qu'exploser. Maintenant, la grande question, on a 36 151 agents. Que faut-il faire? Suspendre leur salaire? Oui. Mais est-ce qu'il faut suspendre tout de suite? Est-ce qu'ils doivent être payés sans travail? Donc, c'est des questions qu'on se pose, mais dans tous les cas, ce qui ressort, c'est inadmissible. Inadmissible parce que ce n'est pas un problème qui date de 2020, c'est un problème qu'on peut aller jusqu'à la source. Parce que 36 000 veut dire qu'il y a eu des doublons, il y a eu des gens qui se sont donnés à ce genre de pratiques, qui continuent à recevoir le salaire sans pourtant travailler. Donc là, il faut que les responsabilités soient prises. Et deuxième question, pourquoi ce nombre comme ça? Ça met ce système remet en question carrément l'administration. Parce que comme on a dit, il y a la déontologie, la hiérarchie administrative qui nous obligerait à faire correctement le travail. Je donne un exemple. Si moi je suis chef de service et qu'à mon service, il y a 5 agents et que je ne vois que 2, et les 3 sont payés, à qui revient la faute? C'est la grande question. Maintenant, ceux qui, et même les 3 qui ne viennent pas, qui endossent, qui prennent les salaires consensueusement, savent qu'ils n'ont pas raison. Et le chef doit faire quoi? Le chef doit les dénoncer. C'est ce que la déontologie nous exige. Et la déontologie nous exige quoi? Dans le travail, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de sentiments. C'est-à-dire qu'on fait le travail pour lequel on est censé être payé. Et tout travail mérite salaire. Et c'est ce qui mérite les avancements, les reclassements. Mais dès que la politique rentre, l'affinité rentre, les arrangements rentrent, forcément on va aller de 36 000, même peut-être dans 2 ou 3 ans, on va jusqu'à 50 000. Si quand même si la déontologie ne s'impose pas, si les mesures ne s'imposent pas, ça va être très difficile. D'accord. Et avant d'aller chez Yatara, M. Sidibé, en voyant ça, en réalité, est-ce qu'après tout ça, tous ces contrôles-là, peut-être que le nombre va diminuer, c'est sûr, parce que beaucoup viendront se régulariser, nous espérons. Mais après ça, est-ce que pensez-vous qu'après tout ça, il peut y avoir une action judiciaire derrière ça? C'est possible qu'il y ait une action judiciaire, c'est bien possible, si le fait que la déontologie n'a pas été respectée. Moi, je sais que je suis salarié, mais je reçois par paiement, c'est-à-dire chaque mois, chaque fin de mois, par exemple, je reçois 2 ou plusieurs de mes salaires. Donc ça veut dire que c'est du vol. Voilà. Donc, qui vole se retrouve devant quand même les juridictions. Voilà. Donc, pour moi, l'État doit apporter la transparence à ce niveau d'abord. Moi, je vais au-delà. Je voudrais que les fiches soient, la liste soit affichée. Et parce que quand on essaie de voir l'État, quand on dit 36 000, ça veut dire que les agents ont été déjà identifiés. Souvent aussi, il y a le problème de données à caractère personnel. Non, si c'est ça, non. On peut gérer au niveau de chaque service. Voilà. Quand on prend l'enseignement, par exemple, au niveau de chaque académie, on peut quand même leur adresser la correspondance avec la liste. Au niveau de chaque cap. Justement, ça c'est possible. Quand on prend les aires de santé aussi, c'est la même chose. Ça peut aller. Mais c'est plus que 36 150. Parce que quand on prend les 122 166 personnes qui ont été correctement enrôlées, parmi ces cas aussi, il y a des doublons qui sont là-bas. Donc, quand on ajoute aux 36 150, donc ça va dépasser. Donc, ça veut dire qu'à l'heure là, on ne sait pas exactement quel nombre il faudrait arrêter pour les cas de doublons ou autres. D'accord. Monsieur Abdallah Yatara, ce problème-là, ça va être vraiment un feuilleton. Bon, mais j'espère que vraiment on trouvera des solutions idoines à ça. Et comme j'ai posé la même question ici, est-ce qu'une action judiciaire peut s'en suivre? Oui, ça peut forcément, mais après avoir épuisé toutes les voies, forcément.
vous savez, on n'est pas à la première. Je me rappelle quand j'étais au contrôle de l'État, l'actuel contrôle général des services publics, 3 à 4 missions d'audit financier et comptable, et au niveau de la gestion des ressources humaines, on se rend compte chaque fois, il y a un constat qui revenait permanemment dans beaucoup de rapports, c'était l'absence de dossier du personnel. L'absence de dossier? Dossier du personnel. Là, c'est compliqué. Non, pas de dossier. Non, mais comment vous êtes venu? Non, je l'assume. Non, la question que je me voilà, vous êtes là comment? Exactement. Vous savez, quand on part dans les missions, on s'est réparti les tâches. Il y a certains qui s'occupent de la gestion des ressources humaines, d'autres s'occupent de la comptabilité des finances, d'autres s'occupent de l'approvisionnement, de la gestion de ainsi de suite. Ces constats-là revenaient permanemment. C'était l'absence de dossier du personnel, comme la non-tenue de la comptabilité matière et beaucoup d'autres de failles. Vous comprenez? Donc c'est un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui. Vous prenez aussi le cas de Mara, quand il était Premier ministre, il a lancé effectivement le contrôle physique en 2014, mais ça n'a pas fini. Le rapport a été déposé en 2015 alors qu'il n'était plus Premier ministre. On a pu délaisser la période 8000 agents fictifs pour une économie de 22 milliards sur le budget d'État. Vous comprenez? Et l'ancien ministre de l'Éducation aussi Namion Guindo, aussi l'a fait à 2 niveaux. D'abord par rapport aux élèves, ce n'est pas uniquement au niveau des enseignants, ça c'est par rapport aux élèves fictifs qui se trouvent être orientés au niveau de l'enseignement secondaire. Vous comprenez? On a pu, pour la plus déceler à peu près 5900 élèves fictifs qui étaient orientés. Des élèves qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Mais qui existent sur papier. Oui, exactement. Dans les établissements privés et qui a pu faire économiser à l'État près de 8 milliards. Vous comprenez? Et il y a eu des actions après ça? Non, l'argent a été économisé, mais judiciairement, je ne pense pas qu'il y ait eu des actions. Vous prenez aussi, il a pris aussi le cas de l'enseignement des écoles communautaires. On l'a déclaré à peu près 10 000 écoles communautaires en raison de 2 enseignants pour 6 classes. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait en réalité que 6 000 écoles communautaires. Donc ça veut dire que c'est des enseignants qui étaient fictifs aussi et qui pour pouvoir. D'accord, le débat n'est pas focalisé sur mais seulement comprendre. Non, c'est des cas qui sont là. Non, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Moi-même, je suis consultant formateur. Voilà, vous comprenez. C'est pour vous dire que en réalité, ça se trouve à tous les niveaux. Vous comprenez. À mon avis, rappelez-vous, l'ancien ministre aussi sur la transition, Namourou aussi l'avait fait pour le faux diplôme. Mais les intéressés ont attaqué au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême a donné raison aux intéressés. Ils ont réintégré la fonction publique. Vous comprenez, ça a été fait. Donc maintenant, moi je trouve qu'on doit aller étape par étape. Pour moi, ce qui doit être fait en premier, c'est d'abord les questions de doublons et de triplons. Vous comprenez? D'abord gérer ça d'abord et mettre même des ordres de recettes pour ceux qui ont bénéficié de ces doublons, de ces triples salaires-là, et mettre un ordre de recherche sur ça. Et deuxièmement, pour moi, et donner aussi l'opportunité à ceux qui ont des erreurs sur les cartes biométriques de pouvoir les corriger. Parce que corriger les erreurs sur les cartes biométriques, forcément, disons-nous, c'est pas du tout facile. C'est vraiment un parcours de combattant. On a fait la preuve avec la diaspora, mais jusqu'à présent, c'est le même problème. Les erreurs sont toujours là, n'ont pas été corrigées. On nous avait dit qu'on part faire les cartes biométriques, l'enrôlement biométrique, et que les erreurs, on peut les corriger, mais finalement, les cartes biométriques sont sorties avec les mêmes erreurs que les cartes NINA. Comprenez? Donc, l'État aussi doit prendre ses responsabilités à ce niveau, permettre à la Direction nationale de l'État civil de pouvoir corriger systématiquement tous les erreurs de ces 36 151 agents qui sont dans ce cas présentement. D'accord. Voilà. Docteur Touré, il n'y aura pas d'excuses, j'en suis sûr. Donc, mais en réalité aussi, il y a aussi une réalité au Mali. Souvent, vous allez trouver un service, le service a besoin de 25 travailleurs, mais vous allez trouver qu'il y a une centaine de personnes qui est affectée là-bas. Bon, en réalité, c'est très compliqué. Tout à fait. Très généralement, vous allez trouver que le service n'a besoin que de 20. Mais vous allez trouver que sur le papier, il y a 120 personnes qui sont là. D'autres n'ont même pas une chaise pour s'asseoir. Tout à fait. Bon, ce n'est pas une excuse, mais en réalité aussi, est-ce que la répartition aussi des travailleurs au Mali, ça ne pose pas problème? Oui, c'est le système même qui pose problème. Il y avait des dysfonctionnements énormes. Et c'est pour ça que j'avais dit au départ que le système intégré est à saluer. Parce que ce système pourrait corriger ces défaillances. Et dans l'exemple, si le service a besoin de 15 et qu'on affecte 30, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les 15 autres vont flotter, ils ne vont rien faire. Or, normalement, pour qu'un agent puisse être noté, il faut de la performance. La performance, le rendement, les plus-values apportées à son service. Donc c'est là où l'interpellation est là. L'interpellation, c'est normalement au chef de personnel, qui normalement, c'est qu'Abdel l'a dit, qui doit disposer des dossiers du personnel, l'affectation, la prise de service,
et aussi du chef même de service. Donc le chef de service ne veut pas accepter certaines choses. C'est-à-dire que même si on t'envoie 30, 40, en estimant le besoin, souvent même en fonction du recrutement, par expérience, on envoie les fiches pour demander les besoins en personnel. C'est en fonction de ce besoin qu'on peut avoir l'affectation que l'État pourrait aussi recruter. Mais quand les gens viennent par affinité, tout le problème c'est l'affinité. Tu vas trouver qu'il y a 100 personnes qui doivent aller à Tombouctou ou bien à Ségou. Donc chacun vient à Bamako essayer de négocier. On va essayer de voir, on va aller voir M. Bassirou qui est mon tonton. Je vais aller voir M. Edra et Yatra qui est mon tonton. Donc chacun veut rester dans la grande ville. Bon, souvent c'est des problèmes très sérieux. C'est ce que j'ai dit parce qu'il y a certains qui profitent de l'insécurité. Depuis 2012, malgré tout, ils sont toujours à Bamako. Ça ne se justifie pas. Moi, je pense que quand je suis recruté pour Tombouctou, je dois être à Tombouctou pour être payé. Et si j'accepte à Bamako, qu'on me paye, là, je suis en déphasage avec la déontologie. Là, il faudrait que les responsabilités soient situées au niveau du chef de personnel, au niveau du chef de service, pour qu'au moins la justice puisse se faire. Et si on suspend les salaires, j'avais dit au départ, si on suspend les salaires, c'est un acte de justice pour garantir que chaque centime puisse nous servir. Et j'aurais entendu aussi que ce fonds pourrait être orienté. Et là, c'est un ouf de soulagement si on oriente vers Tombouctou. J'allais venir avec ça, on va enchaîner directement. Voilà. Donc les 36 000 et quelques fonctionnaires là, nous avons dit que les salaires annuels, ça fait 48 milliards. 48 milliards, c'est... Plus de 48 milliards. Si l'État arrive à économiser, à récupérer ce somme, moi je suis confiant qu'on peut au moins redémarrer la route Léré-Gomokura pour Tombouctou et appuyer notre biennale. Mais à Bamako aussi, il y a beaucoup de routes gâtées. Bon, tu sais, ce qui est sûr, Tombouctou, nous on est vraiment enclavés. Je suis contre personne, on a besoin de routes, Léré-Gomokura. Et il y a notre biennale aussi, on a besoin d'être accompagné pour notre biennale 2025. Donc c'est un bon montant. Une fois récupéré, j'ose espérer qu'on va orienter vers Tombouctou. Je pense que cette année, il faut amener Abdallah. Non, Abdallah, je vais l'inviter. D'accord, monsieur Sidibé, 48 milliards, c'est une somme colossale. Oui. C'est vraiment terrible. Mais en réalité, selon vous, après tout ça, comment faire encore pour aller sur de bonnes bases après ça, pour que plus jamais on rencontre ce genre de problème? Quelle base? Oui, c'est exactement 48,28 milliards qui sont un manque à gagner pour l'État annuellement. Voilà, si c'est vrai que ces fonctionnaires ou bien ces agents n'existent pas, je crois que ça veut dire qu'il faut d'abord chercher où partaient déjà ces montants. Ah, problème. Voilà, justement. Et où partaient ces montants quand on a ça maintenant. Et après, maintenant, si ce montant est budgétisé, donc il faudra réorienter ce budget vers d'autres domaines, secteurs qui sont porteurs. Voilà, donc par exemple, aujourd'hui, nous savons que dans le nord, Tombouctou, Gao, Kidal, etc., donc il y a un problème sérieux d'éducation. Les enseignants, il faudra les encourager, donc cela va, il faut motiver du côté des salaires triplés ou bien voir comment il faut les motiver, quand même pour que les enseignants puissent retourner dans ces zones-là, malgré les conditions sécuritaires. Voilà. Et avant de terminer, moi je voudrais une précision. Quand je vois la lettre confidentielle du 26 août, ils ont parlé de 158 317 agents identifiés au niveau de l'administration publique et des collectivités territoriales. Voilà, je voudrais savoir en cela, est-ce que l'armée fait partie? Parce qu'il n'y a pas eu de précision là-dessus. Voilà. Donc si l'armée fait partie, donc moi, il faudrait apporter la précision. Parce que si l'armée fait partie, quand même, il y a eu beaucoup de victimes. Est-ce que l'écart ne serait pas beaucoup en partie au niveau de l'armée? D'accord. Monsieur Abdallah Yatra, en voyant ça, le chiffre de 48 milliards, en réalité, c'est une somme colossale. Et je pense que c'est un processus qui vient d'être commencé. Et selon vous, il faut partir de quelle base, comme on le dit, pour que plus jamais on rencontre ce genre de problème? Moi, je crois que est-ce qu'on va finir avec ces problèmes? Parce que pratiquement tous les régimes, comme je l'ai dit... c'est une note de désespoir, hein? Non, tous les régimes ont connu effectivement ces problèmes.
Maintenant, comment résoudre ce problème? Peut-être que la solution se trouverait avec le système intégré de gestion des ressources humaines. Une fois finalisé, une fois les 3 mois de délai de grâce fini, peut-être qu'on aura encore, on pourrait peut-être renégocier la prolongation de ces délais de grâce pour permettre aux agents qui sont encore dans les difficultés de pouvoir régulariser. Mais effectivement, 48,28 milliards, et quand on sait que l'État est toujours presque chaque 2 semaines sur le marché monétaire de l'UEMOA en train d'emprunter de l'argent, 15 milliards, 20 milliards, et ça veut dire que vraiment on a besoin de cet argent-là pour pouvoir vraiment même venir en aide au budget d'État pour éviter la saignée du budget du Mali. Si on lance un recrutement, il faut voir comment les mairies, forcément, sont pris d'assaut. Forcément, pour les dossiers, pour la construction des dossiers, les collectivités sont envahies quand on lance les recrutements, surtout au niveau de la fonction publique et même au niveau de l'armée aussi. Pratiquement, les collectivités sont envoyées pour les recherches de ces documents-là. Mais vous savez, il y a aussi un problème, c'est qu'avec l'insécurité, pratiquement toutes les directions régionales des régions du Nord se trouvent pratiquement à Bamako. C'est difficile de maîtriser le flux. Est-ce que c'est un problème? Non, effectivement, nous avons la gestion. À cause de l'insécurité, je suis à Tombouctou. À cause de l'insécurité, je suis à Tombouctou aujourd'hui. Avec le recensement, c'est simple là. On doit s'appuyer sur les ressources. On peut faire des équipes détachées. On peut s'appuyer sur les ressources humaines sectorielles. Vous comprenez? Par exemple, il y a la ressource humaine de l'éducation. Il y a la direction aussi des ressources humaines des finances aussi, et qui englobe aussi le budget et autres. Il faut s'appuyer sur ces différentes directions régionales, ces différentes ressources humaines sectorielles pour pouvoir vraiment maîtriser le flux. Je crois que la solution peut venir à ce niveau. Maintenant, est-ce que ces 48 milliards 28, est-ce qu'en réalité, c'est pour des agents présumés fictifs ou c'est peut-être des erreurs d'enrôlement? On attend la fin du délai de grâce pour le savoir. D'accord. Monsieur Touré, docteur Touré, aujourd'hui, comme on a dit, il y a beaucoup de chômeurs au Mali. C'est un problème, les jeunes sont là, ils sont diplômés, chacun peut travailler. Bon, en voyant ce genre de situation, en réalité, ça ne fait qu'augmenter le découragement. Tout à fait. Parce que, et au-delà, même le désespoir. Oui, depuis que le montant, le chiffre quand même, les 36 151 agents absents ou furtifs, ça pose problème. Parce que d'autres sont là, ils veulent travailler, mais il n'y a pas d'emploi. Donc ça crée vraiment un sentiment de frustration. Heureusement qu'il a été décelé. Parce que la particularité est que l'information est connue, les mesures sont en cours. Maintenant, comment remplacer ces 36 000? Parce qu'il faudrait aussi que, désormais, il va avoir de la place. Il va y avoir de la place, parce que d'habitude que la fonction publique... Mais peut-être que d'autres viendront se faire régulariser. Oui, ils viendront, je suis sûr qu'ils viendront, mais en réalité, c'est très difficile. Parce que le nombre est tellement élevé que on ne peut pas accepter que ce nombre... Parce que comment on peut justifier 36 000 absents? C'est très difficile. Parce que la question qui se pose, il y a l'honnêteté intellectuelle, il y a la déontologie, il y a la responsabilité administrative, hiérarchique, tout ce que vous voulez qui relève de l'administration. Il y a l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation sectorielle, c'est un ensemble. Donc c'est très difficile que ceci puisse nous échapper. Parce que le nombre 36 quand même, c'est pas 26 personnes, c'est 36 000, c'est beaucoup. Maintenant, au cas où ils vont se régulariser, c'est bien. Donc s'ils ne vont pas se régulariser, est-ce que ces emplois fictifs, en réalité, ne sont pas des emplois à pourvoir? Il ne faut pas aussi profiter de l'occasion pour lancer d'autres recrutements. C'est qu'on sait que l'administration, la fonction publique, souvent, quand elle recrute, sur 15 000 candidatures déposées, elle va recruter 5 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le problème de l'emploi se pose, la précarité des régions du Nord. C'est-à-dire que les jeunes veulent travailler, mais il faut les recruter, il faut les insérer. Donc, c'est une opportunité à saisir. Donc, pour terminer avec ce thème, est-ce que vous avez un appel à lancer? Bon, les autorités, les Maliens, les travailleurs. L'appel à lancer, c'est qu'il faut que la justice soit faite, parce que c'est vraiment pas inadmissible. Quand on paye, il faut travailler. Et la suspension, moi je suis d'avis, comme je dis, c'est un acte de justice pour garantir que chaque centime puisse servir les Maliens et les citoyens. Et le système de façon générale marque le début d'une ère de transparence et de respect dans la gestion publique. Et pour clôturer, j'ose espérer que ce montant, une fois récupéré, va être orienté vers notre biennale ou soit notre route de Tombouctou. D'accord, mais il faut voir aussi au Mali, bon, tous les cas ne sont pas les mêmes, mais très généralement, peut-être que certains même vont se retourner contre l'État et ça va être des procès, ça va être des trucs... Oui, ceux qui seront lésés, parce qu'il y a les cas d'erreurs administratives qu'on appelle les cartes biométriques ou cartes NINA. Ceux-ci ne sont pas responsables.
Si ce Touré, on me met méga et que je déclare ne corrige pas, là, c'est pas ma faute. Et cela ne va pas créer aussi un bras de fer? Non, parce qu'en réalité, il y a deux défis. Le défi des 36 personnes qui vont avoir des problèmes de ménage, parce que quand on ne travaille pas, on ne paye pas le salaire, on ne paye pas le loyer, il n'y a même pas à manger, donc des tensions risquent d'être créées. Mais ceux dont les cartes là ont des erreurs, est-ce que c'est leur faute? Bon, c'est pas leur faute, ça c'est l'administration normalement qui devrait prendre en charge. Ça a été dit, si tu as un problème sur la carte, il y a le centre qui est vers Djelibougou, je sais pas, derrière le fleuve quand même, tu parles là-bas, tu signales. Aujourd'hui, nous avons aussi la direction de l'état civil. Donc il y a beaucoup de possibilités pour que les agents puissent corriger. Mais c'est ce que j'ai dit, ça c'est entre l'État et l'agent. Mais là où c'est vraiment compliqué, que tu es payé et que tu n'es pas sur place. Là, je ne suis pas d'avis avec ça. D'accord. Abdallah, votre appel... Oui, vous savez, dans un pays où le chômage frôle les deux chiffres, je crois que c'est scandaleux de voir 36 151 agents, je ne dirais pas fictifs, mais non identifiés. Comprenez? Donc ça veut dire que vraiment il va falloir voir clair dans cette situation, dans cette affaire-là, pour pouvoir permettre à ceux qui sont à la recherche de l'emploi et de pouvoir les recruter. Ça c'est le premier défi. Le second défi c'est quoi? C'est que les 48,28 milliards, effectivement, je crois que ça sera suspendu à la fin du mois de septembre, je crois. Le mois d'août n'est pas concerné. Mais à la fin du mois de septembre, ils n'auront pas le salaire du mois de septembre, mais ils auront le salaire du mois d'août. Mais je crois qu'on devrait même profiter de ces salaires du mois d'août pour pouvoir les identifier. Voilà. Donc, si les noms, on peut envoyer les noms à la banque. Maintenant, s'ils se présentent, donc les banquiers pourront leur dire de se rendre au service juridique de la banque. Non, ça aussi c'est une possibilité. Je crois que dès ce mois-là, on peut identifier forcément certains d'entre eux, pas tout le monde, mais dès ce mois, à la fin du virement, donc on peut demander avec la collaboration des banques et donc de pouvoir mettre la main sur ceux qui sont dans ces cas-là. Monsieur Sidibé, donc votre appel sur ce premier thème-là, parce qu'en réalité, ça a fait couler beaucoup d'encre de salut. Oui, effectivement. Moi, je voudrais que justice soit faite, parce que quand même la réputation de l'État est en jeu. Quand on essaie de voir, on verra que c'est quand même du gaspillage des ressources publiques. Et maintenant, la réduction aussi de l'efficacité des services publics. Et aussi, l'État peut perdre aussi la confiance des citoyens. Donc pour cela, si c'est avéré que c'est pas des cas, s'il y a des cas volontaires dus à la déontologie ou à l'honnêteté intellectuelle, je voudrais que justice soit faite dans la transparence. Mais ceux qui sont quand même, il y a des cas d'erreur sur le papier aussi. Les erreurs, quand on met l'accent sur les contrôles et les audits de façon régulière, les erreurs ne doivent pas figurer normalement. Donc, il doit y avoir un bon travail en amont. Justement, justement. Donc, mettre en place des services efficaces de contrôle. D'accord, merci bien, merci à tous les trois. Nous allons rentrer dans notre deuxième thème. Le thème qui est là, qui est général, qui est là, 24 heures sur 24, les réseaux sociaux. Docteur Touré, oui. Ces réseaux sociaux, c'est très compliqué. Nous avons vu tout récemment même des chanteuses qui ont eu des problèmes, qui sont même, ils ont bénéficié de liberté provisoire. Mais au-delà de tout ça, on a vu sur les réseaux sociaux, on a tout vu ici, on a vu des nudités. Mais avant, la cybercriminalité est même venue, ça a beaucoup réduit, mais toujours les réseaux sociaux, ça cause énormément de problèmes. Alors que les réseaux sociaux sont créés à d'autres fins. Et c'est créé pour que les gens puissent se rapprocher, pour faire beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, selon vous, comment les gens sont vraiment incités à faire du mal sur les réseaux sociaux que faire du bien? Oui, souvent il y a la méconnaissance. On peut parler de méconnaissance. Souvent des gens peuvent publier par inadvertance ou bien par méconnaissance faire des choses. Mais au Mali, cette méconnaissance ne doit pas avoir lieu. Parce que tout le monde sait qu'au Mali, il y a la loi de la cybercriminalité. Là, les responsabilités sont situées à deux niveaux. Peut-être les adultes n'ont pas d'excuses, mais les enfants peut-être. Les enfants peut-être parce que les enfants n'ont pas l'âge de comprendre ce qui se passe. Mais des adultes qui s'adonnent... Les parents sont responsables des enfants aussi. C'est ce que j'ai dit, parce que les parents devront nous contrôler. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant cette loi, il y avait vraiment du laisser-faire, laisser-aller. Mais la loi sur la cybercriminalité
responsabilisent le contenu des réseaux sociaux et responsabilisent l'action publique, garantissent notre sécurité sociale, garantissent aussi notre culture. Maintenant, au-delà de tout ceci, les failles sont quoi? Parce qu'en réalité, au Mali, il y a une prolifération des réseaux sociaux. Il fallait que le ministre en charge de la communication, de la technologie numérique, prenne des décisions comme dans d'autres pays, qu'il supprime tout simplement certains réseaux sociaux. Qu'il prenne c'est-à-dire que, par exemple, quand il prend TikTok, quand il prend Facebook, quand il prend... C'est-à-dire qu'on ne doit donner que ce qui est essentiel à l'éducation. Bon, ce que je ne comprends pas ici, bon, c'est pas faire une comparaison, mais quand nous allons en Chine, par exemple, presque tous les téléphones, les motos, ça vient de la Chine. C'est un pays développé aujourd'hui. Mais 1 milliard, plus d'1 milliard 400 millions d'habitants, là, ils ont pu contrôler tout le monde, ils ont mis en place des systèmes. Pourquoi ils ont pu faire ça ici? Nous avons à peu près 20 millions d'habitants. Et le nombre d'abonnés aussi, il y a moins. Donc pourquoi, en tout cas, on n'a pas les moyens de faire ça? Avec la MRTP, on a la capacité de réduire certains sites. L'État peut prendre la mesure et les dispositions pour interdire certains réseaux. Parce que le problème, c'est les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a certains réseaux qui n'ont que de... Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche ça? C'est la politique, c'est la volonté politique. La volonté politique qui est là aujourd'hui, c'est contrôler le contenu, de régulariser les abus et de sanctionner en cas de faute. Mais cette volonté politique doit aller au-delà, suspendre carrément. Tous ceux qui n'ont pas de contenu éducatif doivent être suspendus ou supprimés. C'est-à-dire qu'on empêche aux Maliens, au Mali, d'accéder à certains sites, à certains réseaux sociaux. Je donne un exemple. Quand tu pars par exemple dans des pays, tu vas voir les enfants sont dans les lycées techniques, ils ne savent donc que comment confectionner des drones, comment travailler les ménages. Mais quand tu es dans d'autres pays aussi, comment accéder à Facebook, il y a beaucoup d'accès des paramètres. Mais il faut voir ici, même au téléphone ici au Mali, en 2 clics seulement, on rentre dans un boulevard. 2 clics. C'est ça que j'ai dit. C'est très compliqué. Mais il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, des pays comme même le Maroc, des pays comme la Chine, l'Inde, mais on ne peut pas faire ça. Hein. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que le contrôle doit aller au-delà de la loi, le contrôle doit aller à l'accès même et faire des restrictions à l'accès. On a la capacité. Parce que tout ce qui se passe, il y a le MRTP, il y a les données à caractère. On a beaucoup de structures qui peuvent contrôler l'accès au réseau. C'est-à-dire qu'on doit carrément enlever l'accès à certains réseaux, à certains types de contenus. Parce que si on laisse les gens accéder à Facebook, à TikTok, donc les gens aussi font leur marketing, ils font leur business sous forme d'influence ou influenceuses, ceux qui ne sont pas tout à fait adéquats avec notre culture. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, on a la capacité et la volonté politique qui est là, on doit aller au-delà, au-delà de la loi sur la cybercriminalité qui met l'accent sur le contenu. Moi, je pense qu'on doit plutôt mettre l'accent sur l'accès. La cybercriminalité fait beaucoup, et franchement. Non, ça a beaucoup régularisé. Il y a de l'amélioration. Vraiment, il y a une nette amélioration. Mais au-delà, il y a certains qui ne sont pas là, qui profitent de ces réseaux sociaux pour encore envahir le contenu national. Parce que certains sont à l'international, mais leurs contenus sont nationaux. Donc, il faut trouver toujours des mesures de blocage pour empêcher à ce que certains types de contenus passent. Je donne un exemple. Quand tu prends les pays développés, dès que tu mets un mot ou certains contenus, directement, le contenu est bloqué. Donc on devrait être à mesure à ce jour de bloquer ou bien de suspendre. D'accord. Monsieur Yatara, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus effectivement un problème. Mais moi je crois que de plus en plus, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Et à mon avis, il va falloir d'abord restreindre, durcir les conditions de création de ces pages-là et de ces sites web. Comprenez? Quoique ne donnez pas l'opportunité aux citoyens de lambda, même comme vous l'avez dit, avec 1 ou 2 clics de pouvoir ouvrir une page. Je crois qu'il va falloir trouver une solution à ça. Et connecter aussi les pages, même si on restreint les conditions, mais aussi connecter la page de ces jeunes-là avec leurs parents, pour que leurs parents sachent réellement à temps réel ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Puis que les parents aussi, avec leur implication, pourront diminuer l'utilisation néfaste de ces réseaux sociaux-là. Mais sinon, aujourd'hui, la dépravation de nos mœurs aujourd'hui est en partie due à 90% aux réseaux sociaux.
Mais heureusement, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, bien avant ça aussi, je salue ici le procureur Touré aussi, qui à un moment donné aussi a pris ses responsabilités avant qu'on crée le pôle national de la lutte contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, l'espace Mali, en tout cas ceux qui sont au Mali aujourd'hui, utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui à bon escient. Mais peut-être les Maliens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont à l'extérieur, le problème se trouve à ce niveau. Et donc maintenant, il va falloir avoir peut-être des entrées judiciaires avec ces différents pays-là, et pour que le pôle national de la lutte contre la cybercriminalité puisse mettre la main sur ces dernières personnes. D'accord, M. Sidibé, oui. Les réseaux sociaux nous voient aujourd'hui à la cybercriminalité, beaucoup de personnes défilent là-bas. Oui. Donc disons bravo au procureur Koulibaly, il fait vraiment du bon travail, mais en réalité il y a beaucoup à faire aussi. Il y a beaucoup à faire. Moi je pense que la cybercriminalité a parachuté. Et bien avant, quand on prend quelques années, il y a 10 ans comme ça, ou 15 années, et dans les années 2002, 2003, il y avait des réseaux sociaux. Ça, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, je dirais. Voilà. Il y avait des correspondances. Il y avait beaucoup de pages web qui nous permettaient de tchatcher, d'échanger, mais il n'y avait pas quand même... on ne débordait pas. Voilà. Quand on prend YaoChat, on prend les sites, il y avait des sites d'affection, etc. Mais malgré tout, les gens se contenaient. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une forte mutation, peut-être due à certaines méconnaissances. Peut-être quand on essaie de voir, il y a un manque d'éducation numérique aujourd'hui. L'éducation numérique en ce sens que beaucoup d'utilisateurs ignorent beaucoup les règles d'utilisation et leurs limites légales aujourd'hui au Mali. Et à cela, on peut ajouter le manque d'encadrement de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et aussi l'absence de l'éducation parentale. Il y a le civisme qui a beaucoup reculé. Donc pour moi, les parents, c'est vrai, les enfants ont échappé au contrôle de leurs parents aujourd'hui, mais qu'à cela tienne, nous devons avoir un système, l'État doit avoir un système, un mécanisme permettant de quand même maîtriser l'expression du citoyen. Alors, comme l'a dit le docteur Touré aussi, est-ce que la facilité d'accès à ces réseaux-là aussi, est-ce que c'est pas problématique? Parce qu'aujourd'hui, avec une tablette, un enfant de 8 ans, 9 ans, c'est-à-dire qu'il suffit, la partie recherche là, il écrit quelque chose seulement, ça vient écrire là-dessus. Antoine, c'est cette facilité qui me fascine, quoi. Antoine, on ne peut pas maîtriser, c'est l'évolution, c'est le temps, c'est leur moment qui est là aujourd'hui. On ne peut pas maîtriser, étant donné que ces pages ne sont pas créées. Excusez-moi du terme, même un enfant, il met porno, il tape seulement, ça vient. Mais bien sûr, bien sûr. Compliqué. L'accès, nous, on ne la maîtrise pas. On ne le maîtrise pas, du moins. Donc l'accès, parce que ce n'est pas les pages qui ont été créées par les Mali. Les pays qui ont 1 milliard d'habitants, ils ont justement, ça. C'est seulement un problème de gestion interne. Donc c'est à l'État maintenant de prendre des mesures pour pouvoir permettre aux citoyens d'utiliser et se servir bien de ces réseaux-là. D'accord. Et M. Yatara, la facilité d'accès. Oui, comme je l'ai dit... Tous ces problèmes ne viennent pas de là. Oui, comme je l'ai dit, en réalité, on doit d'abord restreindre sur les conditions de création de ces pages-là. Et je crois que essayer de voir avec comme vous l'avez dit, effectivement, plus d'1 milliard d'habitants en Chine, mais ils ont pu contrôler. Mais avec 20 millions d'habitants, 22, 23 millions d'habitants, on n'arrive pas à contrôler. Je crois que... Et ces 20 millions d'habitants, tout le monde n'a pas de téléphone. Voilà, tout le monde aussi n'a pas de téléphone. Moi, je crois qu'il va falloir que la MRTP puisse s'impliquer avec les différentes agences de communication et pour pouvoir trouver une solution à ça. Et restreindre vraiment dur sur les conditions de création et permettre aux parents aussi de contrôler les pages des enfants. De connecter même les parents, les pages comme je l'ai dit, les pages de ces enfants-là avec leurs parents pour qu'ils savent réellement. Peut-être qu'avec l'implication des parents, comme vous l'avez dit, parce que le problème aussi se trouve au niveau de l'éducation parentale aussi. Et les parents ont beaucoup démissionné, ils laissent les réseaux sociaux, les enfants. On achète des téléphones aux enfants, souvent même qui sont au niveau de la 9e année. Ça, c'est inadmissible. Je crois qu'on doit essayer de voir ces cas-là aussi, pour que vraiment les réseaux sociaux ne fassent pas beaucoup de peine à notre société. D'accord. Et docteur Touré, on dirait que les problèmes se rejoignent un peu. Et même le problème avec les 36 000 agents fictifs, la présumée fictive, et même le cas des téléphones, les numéros, l'identification des puces. On a vu, c'est un très bon travail, mais quand on a commencé,
il y a eu encore des problèmes de doublons, des problèmes que quelqu'un, 2 ou 3 personnes vont se retrouver sur un numéro, c'est très compliqué. Mais pourquoi tous ces travaux de contrôle rencontrent ce genre de problèmes? Parce que tout simplement, ce qui est évident, il faut l'homme à la place qu'il faut. C'est-à-dire que quand... Est-ce que souvent aussi on ne fait pas le laisser aller, oui, et après on amène des cadres juridiques ou bien des cadres... C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand on est... Avant ici, tu pouvais utiliser 20 puces, tu les utilises, mais c'est compliqué. Même pour les puces, j'avais vu souvent, il y a des amis, on a échangé, tu trouveras que votre numéro Nina a été porté sur notre numéro qui t'appartient. C'est de ça que j'ai dit, il faut l'homme à la place qu'il faut, il faut aussi de la déontologie, il faut de la rigueur. Donc moi, je mets tout ceci. Maintenant, sur les réseaux sociaux, que l'État suspende l'accès purement et simplement à certains sites de réseaux sociaux. Point barre. C'est-à-dire que l'État a la capacité. Si l'État veut, à partir de demain, il n'y a pas Facebook au Mali, l'État supprime. Demain, il n'y a pas TikTok, l'État supprime. Demain, il n'y a pas X, Twitter. Donc c'est l'État qui prend ses responsabilités. Ça va mettre fin. Et maintenant, comment créer? Et dans les sites aussi, il faut mettre des niveaux d'accès. Quand quelqu'un veut accéder à un site, l'État, la mairie peut bloquer. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, quand on bloque aussi, quelquefois, il faut des conditions. Certains aussi vont dire que si on bloque, il y aura des manques à gagner pour les agences de télécommunications Orange et Malitel parce qu'ils vendent le forfait, ils vendent l'Internet. Bon, pour moi, il faut supprimer d'abord. C'est-à-dire qu'il faut que l'État prenne ce... Par exemple, quand tu travailles, je donne un exemple. Souvent, quand tu travailles dans certaines agences, les heures de travail, tu n'as pas accès dans la connexion du travail des réseaux sociaux. C'est carrément coupé. Et à la pause, tu as accès à certains types de réseaux. C'est pour dire que si on a la volonté politique, au-delà de la cybercriminalité, qu'on salue, qui a beaucoup fait, qui régularise avec ça, on arrive à dormir. Mais c'est le contenu international qui vient déranger le contenu national. D'accord, merci bien. Bintou nous signale votre dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est toujours concernant les 36 000, que ceux qui sont concernés vraiment doivent doubler d'efforts. Parce qu'il n'y a pas d'emploi dans les conditions actuelles, il n'est pas facile de perdre son emploi. Donc ceux qui sont concernés dû à l'insécurité doivent dès à présent contacter qui de droit, remonter l'information et pour que les 3 mois puissent servir pour être réintégrés. Et aussi aller corriger les erreurs. Maintenant, sur les réseaux sociaux, que vraiment qu'on accompagne Koulibaly à supprimer certains types de réseaux. D'accord, M. Yatara. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Juste que pour moi... Sur les deux thèmes. Oui, sur les deux thèmes. Par rapport aux réseaux sociaux, que l'État s'implique de plus en plus. On a vu aussi à un moment donné, lors des examens, à un moment donné, les sujets et les corrections faisaient sur les pages WhatsApp. Mais pendant les examens, on a supprimé... Mais il y a quelques années, vraiment, il y a une amélioration. Effectivement, on a accès, pendant 72 heures, par exemple, qui durait la période des examens, on bloquait les réseaux, les pages WhatsApp pour que les sujets et les corrections ne soient pas mise à la disposition des élèves. Donc, de tel cas, si on arrive à ce niveau, c'est qu'on peut aussi... C'est cette manie de partager, les gens partagent, on dirait... Voilà, par la magie, effectivement, par la magie de la technique aussi. On voit que les choses, on partage, mais c'est terrible. Voilà, par la magie de la technique aussi, on va demander à nos techniciens de la MRTP, des 2 agents de communication, des 3 agents de communication, de s'impliquer vraiment pour le contrôle de ces différentes pages-là. Maintenant, par rapport aux 36 150, je souhaite de tout cœur qu'on puisse, au terme de ces 3 mois-là, arriver à une réduction forte de ce nombre-là, dû à des erreurs et non peut-être à une mauvaise volonté. D'accord. Nous allons terminer avec M. Sidibé, donc votre appel sur les deux thèmes. Oui, d'abord sur les 36 151 agents, je vois que le gouvernement est déterminé à assainir la situation. Oui. Moi, je crois qu'il faudrait lui encourager à aller jusqu'au bout et dans la transparence et que justice soit faite. En ce qui concerne l'atteinte à nos mœurs, je voudrais que le gouvernement prenne des mesures. Ces pages, on ne les maîtrise pas. Ces pages nous servent. Il faudrait que l'État mette l'accent sur l'encadrement et la sensibilisation. Merci. D'accord, merci bien, M. Sidibé. Merci, Dr Touré. Merci. Merci, Abdallah, une fois de plus. Merci, Bassirou et Sidibé. Donc, mesdames et messieurs, c'était votre émission Regard croisé. Bintou Napo était au son à la réalisation, Désiré Dako et à la diffusion. C'est Draman aujourd'hui ou bien c'est Bada? Draman connaît à la diffusion, sous la supervision de la direction. Donc, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Regard croisé. Merci et à très bientôt.